Coca-Cola dépense des milliards en publicité chaque année, mais n'essaiera jamais de vous vendre ses produits. Ils vendent une idée, le bonheur, l'harmonie, la convivialité. Mais certains diront que c'est une diversion par rapport à la vérité troublante. De nombreuses accusations graves pèsent contre l'entreprise, selon lesquelles elle aurait provoqué des maladies, des sécheresses, de l'exploitation et bien plus encore. Alors, attachez vos ceintures. Nous allons vous faire voyager à travers l'incroyable histoire de chaos qui s'étend sur 3 siècles différents. Nous allons examiner comment Coca-Cola est devenue l'une des marques les plus reconnues de tous les temps et à quel prix. Car une chose est sûre, on ne construit pas un empire en vendant de l'eau sucrée en disant la vérité aux gens. King's Ice Coca-Cola vous procure cette nouvelle sensation de fraîcheur. Il n'y a rien de tel qu'un Coca-Cola glacé. Dans les années 1880, il y a eu une certaine réaction contre les médecins et les gens ont commencé à utiliser des remèdes maison à la place. Et une bande d'entrepreneurs malhonnêtes ont sauté sur cette opportunité et ont commencé à créer des potions et des élixirs qui, selon eux, avaient de nombreux bienfaits médicaux. En réalité, il s'agissait principalement de mélanges dangereux et inefficaces de divers produits chimiques. Mais sans réglementation, ils pouvaient revendiquer tous les bienfaits qu'ils voulaient pour la santé. Les affaires étaient donc florissantes. Un médicament breveté populaire s'appelait vin Marani, qui contenait un mélange de vin et de cocaïne censé guérir presque tous les maux ou maladies, à condition d'en boire 3 verres par jour. Et une personne qui adorait cette boisson était un homme du nom de John Peton, un vétéran de guerre qui avait été grièvement blessé au combat. Les médecins avaient vraiment pensé qu'il allait mourir et lui avaient administré de la morphine pour tenter de masquer la douleur pendant ces dernières heures. Mais John a survécu d'une manière ou d'une autre. Cependant, il a développé une grave dépendance à la morphine. C'est pourquoi lorsqu'il a découvert le Vim Marani, il est devenu accro à la boisson. Il pensait que cela l'aidait à surmonter sa dépendance à la morphine. Et bien sûr, après en avoir bu, il s'est vraiment senti mieux. Mais ce n'est pas parce que c'était médicinal, c'est parce qu'il contenait du vin et de la cocaïne. Mais comme Pimverton adorait cette boisson et qu'il était lui-même chimiste, il décida de créer sa propre version. Et en 1884, il lança le French Wine Cacao, qui était en gros une copie du Vim Marani avec quelques ingrédients supplémentaires. Et pourtant, cette boisson contrefaite allait bientôt devenir Coca-Cola. Maintenant, pour être juste envers Peton, il n'était pas un vendeur de serpents essayant délibérément d'arnaquer les gens. Il croyait vraiment en ses produits. Cependant, le timing de Pimverton était terrible. À peine un an plus tard, la prohibition a frappé et de nombreux États ont interdit l'alcool. Pimverton a dû retirer le vin de sa boisson et le remplacer par de l'eau gazeuse. Mais cela a donné à la boisson un goût très amer. Il a donc ajouté une énorme quantité de sucre pour contrebalancer cela. Maintenant que le vin avait été retiré, ils pouvaient continuer à vendre du French Wine Cacao. Mais il leur fallait un nouveau nom. Heureusement, le comptable de Peton, Frank Robinson, a eu une idée accrocheuse, Coca-Cola. L'entreprise a ensuite affirmé que le nom ne voulait rien dire et qu'il s'agissait simplement d'une jolie allitération. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Le nom faisait référence aux 2 principaux ingrédients de la boisson, le colon, qui contenait de la caféine, et la feuille de coca, qui contenait de la cocaïne. À ce jour, Coca-Cola nie que sa formule ait jamais contenu de cocaïne. Malgré le fait qu'il soit extrêmement bien documenté qu'elle contenait de la feuille de coca, qui contient de la cocaïne. Finalement, en 1929, ils ont trouvé un moyen d'éliminer toute la cocaïne active des feuilles de cacao, lorsqu'il est devenu clair que la cocaïne n'était pas tout à fait le médicament magique qu'ils avaient d'abord cru. Mais dans les années 1880, personne ne s'inquiétait de la présence de cocaïne dans la boisson. Maintenant que le vin avait été retiré, Coca-Cola pouvait continuer à être vendu. Le seul problème était que peu de gens l'achetaient. Pimpton essayait toujours de vendre aux gens l'aspect médicinal de la boisson. Les premières publicités pour Coca-Cola le décrivaient comme un tonique cérébral inoffensif et merveilleux qui soulageait les maux de tête et les maux d'estomac. Mais les ventes étaient lentes car il existait d'innombrables autres médicaments à base de plantes offrant le même effet. Le Coca-Cola ne se démarquait donc pas vraiment. Pendant ce temps, Pimpton tombait de plus en plus malade, sa douleur s'aggravait, sa dépendance se renforçait et, en 1888, John Pimpton était mort. Le drame est qu'il n'avait absolument aucune idée que sa boisson deviendrait bientôt l'une des boissons les plus connues de la planète.
Juste avant la mort de Pemberton, il vendit l'entreprise pour $2300 à un bourreau de travail ambitieux du nom d'Asa Candler. Candler commença alors à racheter toutes les actions en circulation détenues par d'autres personnes afin de pouvoir contrôler entièrement l'entreprise. Des enquêtes ultérieures découvriront que Candler n'avait peut-être pas réellement acheté toutes ces actions car certains des documents contenaient de fausses signatures. Nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui s'est passé, car Candler a ensuite fait brûler les premiers registres de l'entreprise, probablement pour brouiller les pistes. Mais tout cela n'avait aucune importance, car dans les années 1890, Asa Candler était entièrement responsable de Coca-Cola. Mais rappelez-vous, la boisson n'était pas si populaire au début. Candler a donc commencé à remplir la ville de bannières, de panneaux d'affichage et de pancartes de la marque Coca-Cola. Ils ont même peint le logo sur les granges et ont placardé le logo Coca-Cola sur tout ce qu'ils pouvaient, de sorte que les gens ont commencé à voir le logo partout où ils allaient. Mais l'un des premiers coups de génie marketing de Kao a été de contacter toutes les pharmacies de la région, d'obtenir la liste de leurs meilleurs clients et de leur envoyer un bon de réduction gratuit pour Coca-Cola. La logique était qu'en offrant aux gens un essai gratuit, ils deviendraient des clients à vie, d'autant plus que la boisson contient plusieurs produits chimiques addictifs. Cependant, il est vite devenu évident que faire la publicité de Coca-Cola comme médicament n'était pas la bonne stratégie. Plutôt que de se limiter à la commercialisation auprès des personnes malades, ils pouvaient la commercialiser auprès de tout le monde en la présentant simplement comme une boisson savoureuse et relaxante que tout le monde pouvait apprécier. Cela présentait l'avantage supplémentaire de dissocier Coca-Cola de l'industrie des médicaments brevetés, qui allait bientôt faire l'objet d'un examen minutieux lorsque les gens se rendirent compte que la plupart de leurs allégations étaient de purs mensonges. La stratégie de marketing de masse de Coca-Cola fut un énorme succès. Alors que les ventes commençaient à croître rapidement, Candler réinvestit de plus en plus d'argent dans la publicité et commença même à payer des stars de cinéma et des athlètes pour qu'ils fassent la promotion de la boisson. Est-ce Bien Coca-Cola? Oui, monsieur. Une grande partie du succès de Coca-Cola a été de créer une image positive et saine dans l'esprit des gens de ce que représente la boisson. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que de payer des célébrités populaires pour qu'elles recommandent la boisson. Ils ont même commencé à mettre en avant le Père Noël dans leur publicité de Noël, tenant toujours un Coca-Cola à la main pour faire le lien dans l'esprit des jeunes enfants entre Coca-Cola et la joie de Noël. Bien sûr, rien de tout cela ne semble particulièrement spécial, mais à l'époque, ça l'était. Coca-Cola a été le pionnier de nombreuses stratégies marketing qui sont rapidement devenues courantes. Par exemple, les cellules sexuelles sont peut-être un cliché publicitaire de nos jours, mais très peu d'entreprises grand public ont exploité cela autant que Coca-Cola avec son utilisation des filles Coca-Cola, des femmes séduisantes qui avaient toujours un Coca à la main. Coca-Cola a même créé un service statistique pour analyser la circulation automobile et les mouvements dans les supermarchés afin de déterminer les endroits les plus efficaces pour placer ses publicités. Et à mesure que de nouvelles technologies ont fait leur apparition, de la radio à la télévision, Coca-Cola était toujours prête à investir de l'argent dans la publicité sur ces nouveaux supports afin de s'assurer que tout le monde, partout, connaisse ses produits. Au début, Coca-Cola était principalement vendu dans des fontaines à soda. Cela a permis à Coca-Cola d'économiser énormément d'argent car il lui suffisait de distribuer le sirop, qui était ensuite mélangé à de l'eau gazeuse par le vendeur. Les coûts d'expédition et de distribution du Coca-Cola étaient donc beaucoup plus bas. Mais un jour, deux avocats, Benjamin et Joseph, sont venus voir Asa Candler avec une idée. Mettons-le en bouteille. Candler pensait que c'était une idée vraiment stupide. La mise en bouteille était très coûteuse et compliquée. Mais Benjamin et Joseph ont dit qu'ils prendraient tous les coûts et les risques eux-mêmes. Candler a donc accepté et a signé un contrat leur accordant l'intégralité des droits d'embouteillage pour Coca-Cola pour une somme modique de $1. Candler s'est dit qu'il n'avait rien à perdre. Dans le cas improbable où cette idée d'embouteillage fonctionnerait, cela signifiait simplement qu'il vendrait beaucoup plus de sirop de Coca-Cola. Bien sûr, comme nous le savons maintenant, le Coca-Cola en bouteille a connu un succès incroyablement énorme. Les clients adoraient le Coca-Cola en bouteille. Au début, c'était donc une bonne chose pour Candler. Cela signifiait que les embouteilleurs lui achetaient des tonnes et des tonnes de sirop de Coca-Cola, ce qui représentait une excellente source de revenus pour l'entreprise. Mais il y avait un problème majeur. Comme Candler ne pensait pas que l'embouteillage de Coca-Cola fonctionnerait, il n'avait presque pas réfléchi au contrat qu'il avait signé. Il n'y avait donc aucun délai fixé dans l'accord et aucune mention d'une modification du prix si le coût de production du sirop de Coca-Cola augmentait. Cela signifiait qu'Asa Candler avait donné aux embouteilleurs un contrat à durée indéterminée pour leur fournir du sirop de Coca-Cola au même prix bas, quelle que soit la hausse du coût des matières premières. Cela allait entraîner de multiples procès entre Coca-Cola et ses embouteilleurs. Au cours des décennies suivantes, la société Coca-Cola allait finir par payer des millions de dollars pour racheter une partie des droits que Candler avait vendus pour seulement $1. Mais au début des années 1900, cela ne préoccupait pas Candler car les ventes de Coca-Cola étaient plus élevées que jamais et augmentaient chaque année. Bien sûr, ce n'était pas vraiment dû au produit. Il existait d'innombrables boissons très similaires. Et rappelez-vous, Coca-Cola était de toute façon une copie d'une autre boisson. La raison de cette croissance rapide était le marketing.
Chaque année, Coca-Cola dépensait de plus en plus d'argent en publicité, et chaque année, les ventes de Coca-Cola augmentaient. Cependant, on peut dire que les plus grands succès de Coca-Cola allaient venir d'une source assez surprenante. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il fut annoncé que le sucre serait rationné. Cependant, Coca-Cola fit l'affirmation absurde qu'elle devrait être exemptée du rationnement du sucre car le Coca-Cola était un produit essentiel en temps de guerre. Et, plus absurde encore, le gouvernement accepta. Cela s'expliquait en grande partie par le fait que Coca-Cola avait dépensé des sommes considérables en lobbying auprès du gouvernement. Kao finança d'innombrables études pour tenter de convaincre le gouvernement des avantages de Kao et qu'ils affirmaient que le Coca-Cola maintiendrait le moral et donnerait un regain d'énergie aux soldats. Finalement, le gouvernement américain accepta de nommer un cadre de Coca-Cola au conseil de rationnement, qui accorda ensuite à Coca-Cola une exemption du rationnement du sucre, tandis que toutes les autres entreprises devaient réduire les quantités de sucre qu'elles utilisaient pendant la guerre. Et Coca-Cola ne s'arrêta pas là. Le président de Kao promit publiquement que nous verrions chaque homme en uniforme obtenir une bouteille de Coca-Cola pour 500, où qu'il se trouve et quel que soit le prix que cela coûterait à notre entreprise. Maintenant, en vendant à ce prix bas, Coca-Cola perdrait de l'argent sur chaque boisson vendue. Et pourtant, cette décision était absolument géniale. Tout d'abord, aux yeux du public et en particulier des soldats, elle créa un lien fort entre Coca-Cola et l'effort de guerre et aida Coca-Cola à obtenir un soutien et une bonne volonté considérable de la part du public. Dans l'esprit de millions d'Américains, Coca-Cola et le patriotisme devinrent liés. Kao saisit cette opportunité pour diffuser de nouvelles publicités de guerre montrant des soldats tenant des bouteilles de Coca-Cola. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, Kao avait conclu un accord avec le gouvernement pour obtenir de l'argent afin de les aider à installer des usines d'embouteillage de Coca-Cola à l'étranger. Ils affirmaient que cela étendrait l'influence américaine et remonterait le moral des soldats. Mais ce que cela signifiait en réalité, c'est que le contribuable contribuait au financement de l'expansion internationale de Kao. Pendant la guerre, 64 usines d'embouteillage de Coca-Cola furent installées dans le monde entier sur différents continents, principalement financées par le gouvernement. En fait, les techniciens qui installèrent les usines de Coca-Cola pendant la guerre étaient considérés comme tout aussi essentiels que les personnes qui réparaient les chars et les avions. Et comme Coca-Cola était désormais accessible aux soldats, où qu'ils se trouvent dans le monde, ils ont commencé à partager la boisson avec les habitants, contribuant ainsi à l'expansion de Coca-Cola dans encore plus de nouveaux pays. Leurs soldats étaient tellement reconnaissants envers Coca-Cola qu'ils leur avaient apporté un avant-goût de leur pays d'origine pendant l'enfer de la guerre qu'ils sont devenus les plus grands défenseurs de la boisson. L'armée américaine est devenue en quelque sorte une force de vente de Coca-Cola, faisant découvrir Coca-Cola à de nouvelles personnes où qu'elles aillent. Ainsi, alors que la guerre avait un impact dévastateur sur la plupart des entreprises et des personnes, Coca-Cola se développait plus rapidement que jamais dans le monde entier. À ce jour, il n'y a que 2 pays au monde qui ne vendent pas de Coca-Cola, Cuba et la Corée du Nord. Et les accords conclus par Kao pendant la guerre ont été en grande partie responsables de l'expansion mondiale rapide de Kao à travers la planète. Il y a juste un tout petit problème avec cette idée réconfortante de Coca-Cola en tant qu'entreprise patriotique qui veille sur les soldats américains. Pendant la guerre, la Coca-Cola Company fournissait également du Coca-Cola à l'Allemagne nazie. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, Kao prêchait le soutien aux troupes, en Allemagne, il s'efforçait de se dissocier de tout ce qui était américain et arborait souvent le logo de Coca-Cola à côté de croix gammées. Coca-Cola était même distribué lors des rassemblements de la jeunesse hitlérienne et faisait de la publicité sur les brochures éducatives nazies. Coca-Cola jouait littéralement sur les 2 tableaux. Après tout, l'Allemagne était un énorme marché pour eux. Cependant, au fur et à mesure que la guerre progressait, des restrictions ont été introduites qui ont coupé l'approvisionnement de nombreuses marchandises en Allemagne. Pour la plupart des multinationales, cela signifiait qu'elles ne pouvaient plus vendre leurs produits aux Allemands. Mais le chef de la plus grande entreprise d'embouteillage de Kao en Allemagne, un homme du nom de Max Kiff, a eu une idée pour contrer ces restrictions. Il a demandé à des chimistes locaux de créer une nouvelle boisson vaguement similaire au Coca-Cola. Mais au lieu d'être fabriquée avec du sirop de Coca-Cola, qui ne pouvait plus être importé, elle était fabriquée à partir de restes d'autres produits alimentaires comme la fibre de pomme. Cette nouvelle boisson serait plus tard baptisée Fanta. Et comme de nombreuses autres boissons avaient été interdites à cause de la guerre, Fanta est devenu un énorme succès dans l'Allemagne nazie. Certaines sources suggèrent même que Kiff a eu recours au travail forcé dans les camps de concentration pour aider à le produire. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à la fin de la guerre, les bénéfices de cette nouvelle boisson Fanta sont tous retournés au siège de Coca-Cola et Max a obtenu une promotion au sein de la société Coca-Cola. Et en 1955, Coca-Cola vendait Fanta dans de nombreux pays à travers le monde. Bien sûr, comme pour une grande partie de son histoire, Coca-Cola a essayé de prendre ses distances avec ce qui s'est réellement passé. Cependant, Coca-Cola n'aurait jamais pu se développer aussi rapidement à travers le monde s'il n'avait pas eu une équipe de polyglottes parlant plusieurs langues.
Coca-Cola essaiera de vous dire que leur plus grand secret est la formule secrète de la boisson, qui est cachée dans un coffre-fort haute sécurité pour un effet spectaculaire. Mais la formule n'est pas si secrète. Elle est sur Wikipédia. Bien sûr, le succès de Coca-Cola n'a pas grand-chose à voir avec la formule. Vous pourriez créer un produit clone, mais vous ne pourrez jamais rivaliser avec eux. Voyons pourquoi. Un jour, une enseignante d'une nouvelle école a suggéré au directeur d'école qu'il proposait des choix plus sains que les distributeurs automatiques de l'école, comme des jus de fruits. Elle a été horrifiée lorsqu'on lui a dit que ce ne serait pas possible car l'école avait un contrat d'exclusivité avec Coca-Cola. Coca-Cola versait à l'école 3 000 $ par an, soit environ $1 par élève, afin de dicter les produits que l'école vendait. Il s'avère que des contrats de ce type avaient été conclus avec d'innombrables écoles différentes dans le cadre de la stratégie de Kao, du berceau à la tombe. En gros, la meilleure façon de faire de quelqu'un un client de Coca-Cola à vie est de s'assurer qu'il en boive le plus tôt possible. Un responsable marketing de Coca-Cola a souligné qu'il est bien plus facile de faire en sorte qu'une personne devienne un client de Coca-Cola à vie à un âge précoce et vulnérable que d'essayer de la convertir plus tard, lorsqu'elle sera plus âgée. Dans certains contrats, l'école pourrait même gagner de l'argent supplémentaire en vendant plus de Coca-Cola à ses enfants. Et comme de nombreuses écoles étaient sous-financées et avaient désespérément besoin d'argent, elles vendaient les produits de Kao à leurs enfants. Ce n'est qu'un des nombreux moyens par lesquels Kao a réussi à contourner les règles concernant la publicité destinée aux enfants. Une autre façon est que Kao a produit d'innombrables objets de collection, notamment des poupées Barbie, des voitures de jeu, des jeux de société, des camions de livraison et d'autres jouets qu'ils prétendent être destinés aux adultes. Et puis, bien sûr, il y a toutes les publicités de Noël qui associent délibérément le Père Noël et Coca-Cola dans l'esprit des enfants impressionnables. En 1982, Kao a même acheté Columbia Pictures afin de pouvoir facilement intégrer le placement de produits dans ses films. Bien qu'ils aient ensuite vendu le studio de cinéma et décidé de payer d'autres sociétés pour le placement de produits Coca-Cola à la place. Mais le placement de produits dans les films familiaux est une échappatoire astucieuse qui leur permet de contourner les règles concernant le ciblage des enfants. Et ça marche. Des recherches ont montré que même pour les bébés, Coca-Cola est l'une des marques les plus reconnues au monde. Mais dans les années 80, un problème est apparu pour Coca-Cola. De plus en plus de données s'accumulaient sur les effets négatifs de Coca-Cola sur la santé. On s'est toujours inquiété du fait que le Coca-Cola pourrit les dents, mais de nouvelles données montraient les graves effets du Coca-Cola sur l'obésité, le diabète et une série d'autres problèmes de santé. Par exemple, une étude menée auprès d'enfants a révélé que même une seule boisson sucrée supplémentaire par jour leur donnait 60% de chances supplémentaires de devenir en surpoids. Une autre étude a montré que si les bébés sont exposés à une forte consommation de sucre, ils seront conditionnés à en dépendre pour le reste de leur vie. Pour une marque qui s'est construite sur son image de produit sain, c'était un revers majeur d'être si directement lié à une si grande variété de problèmes de santé, d'autant plus que Coca-Cola poursuivait activement une stratégie consistant à proposer des portions de plus en plus grandes de sa boisson. Le fait que la boisson contienne de la caféine n'aidait pas non plus. Coca-Cola affirmait que c'était uniquement pour des raisons de goût, mais lors de tests de dégustation à l'aveugle, les gens n'ont pas pu faire la différence avec une version sans caféine. Cela a amené certaines personnes à se demander pourquoi Coca-Cola continuait d'ajouter cette caféine addictive à une boisson qui est si souvent vendue aux enfants. Cependant, l'industrie du soda était parvenue à la même conclusion que l'industrie du tabac. Il est plus facile de mettre en doute la science que de débattre des politiques. Car on peut toujours prétendre que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Ainsi, en coulisses, Coca-Cola investissait des centaines de milliers de dollars dans des études visant à jeter le doute sur le lien entre les boissons gazeuses, l'obésité et le diabète. Sans surprise, les études financées par Kao affirmaient généralement que Coca-Cola ne causait pas beaucoup de problèmes de santé. Cependant, elles ne mentionnaient pas, comme par hasard, qui avait financé ces études. Kao a également dépensé des millions de dollars en lobbying auprès des représentants de l'État contre les taxes sur le sucre et les directives alimentaires plus strictes. Ils auraient conclu des accords à huis clos pour faire des dons à certaines campagnes politiques en faveur d'un traitement spécial pour Coca-Cola. Ils continuent également à injecter des milliards de dollars dans le sponsoring d'athlètes et d'événements sportifs majeurs afin d'essayer de créer l'illusion d'un lien entre de grandes performances sportives et Coca-Cola. Cependant, Coca-Cola a compris qu'ils ne pourraient pas conserver leurs produits pendant un certain temps avant que la science ne devienne trop indéniable pour être contestée. Ils ont donc commencé à se lancer dans d'autres boissons. Prenons l'exemple d'une marque d'eau en bouteille appelée Dany. Cependant, cela s'est immédiatement retourné contre elle lors de son lancement au Royaume-Uni, car il a rapidement été découvert que cette eau en bouteille coûteuse provenait en fait d'un robinet local. Coca-Cola a tenté de se défendre en expliquant qu'il faisait passer l'eau par une sorte de processus de purification. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses, car il s'est avéré qu'ils avaient accidentellement ajouté un mauvais lot de minéraux qui ont contaminé l'eau. En conséquence, plus d'1 demi-million de bouteilles en circulation ont dû être retirées des magasins pour des raisons de sécurité. En d'autres termes, la tentative de Kao de produire une boisson saine s'est soldée par une accusation de vente d'eau du robinet contaminée et coûteuse.
Cependant, ce n'était pas le pire des problèmes de contamination de KO. En 1999, en Belgique, des enfants ont commencé à tomber malades après avoir bu du Coca-Cola, ce qui a finalement conduit au rappel de tous les produits Coca-Cola. La France a également signalé plus de 100 personnes malades à cause de Coca-Cola de mauvaise qualité et a temporairement interdit ces produits. L'entreprise a été très lente à réagir à ces problèmes et a été accusée de ne pas prendre le problème suffisamment au sérieux. Puis, en Inde, Coke a été accusé d'avoir contaminé les eaux souterraines avec des eaux usées. Coke a admis qu'il y avait un problème d'eaux usées, mais a insisté pour avoir réglé le problème. Cependant, des tests indépendants ultérieurs ont encore trouvé des traces de boue toxiques produites dans les usines indiennes de Coca-Cola, ce qui aurait rendu les terres stériles, tué les animaux locaux qui les buvaient et détruit les moyens de subsistance des agriculteurs locaux. Le Centre pour la science et l'environnement de New Delhi a également annoncé avoir trouvé des pesticides dans Coca-Cola et Pepsi qui, s'ils étaient consommés sur une période suffisamment longue, pouvaient provoquer des cancers, des malformations congénitales et de graves perturbations du système immunitaire. Une femme d'un village local a déclaré aux journalistes : « Avant l'arrivée de cette entreprise, nos vies étaient confortables et belles. Après l'arrivée de l'entreprise, en l'espace de 6 mois, le goût de l'eau a changé. » Une autre a déclaré : « Quand nous nous lavons, nos têtes tournent. Ça fait mal et on se gratte partout. » Et le bilan environnemental de Coca-Cola a continué de se dégrader. Voyez-vous, l'entreprise exploite également des usines d'embouteillage dans plusieurs zones frappées par la sécheresse. Et les autorités ont accusé Coca-Cola d'être responsable de la diminution spectaculaire de la disponibilité de l'eau. Ce problème était particulièrement grave dans certaines régions du Mexique. Car entre 2000 et 2006, le président du Mexique était un homme qui avait été à la tête de Coca-Cola Mexique. Le président a commencé à accorder un traitement de faveur à son ancienne entreprise après son élection. Et pendant sa présidence, il a accordé à Coca-Cola 27 concessions d'eau, ce qui, selon beaucoup, a permis à Coca-Cola de polluer l'eau et même de voler l'eau appartenant aux peuples autochtones. Un habitant local a déclaré : « Il y avait beaucoup d'eau ici. Maintenant, c'est une pénurie. Ils ne paient rien et ils nous prennent notre eau. » Pendant cette présidence, les ventes de Coca-Cola ont augmenté de 50% et sont devenues la boisson la plus populaire du pays. Les critiques affirment qu'il s'agit d'un autre exemple de Coca-Cola bénéficiant d'accords louches avec les politiciens. Bien sûr, Coca-Cola a toujours dû acquérir de grandes quantités de ressources naturelles pour réussir. En fait, c'est le plus grand acheteur de sucre au monde. Cependant, à l'arrivée des années 90, Coca-Cola a commencé à faire face à une publicité encore plus négative. Par exemple, à Mexico, une commerçante a déclaré qu'on lui avait dit que ses livraisons de Coca-Cola cesseraient si elle ne retirait pas un autre cola de son magasin. Pendant ce temps, au Brésil, Coca-Cola a lancé un nouveau type de distributeur automatique qui augmentait le prix du Coca-Cola en fonction de la chaleur extérieure. Toujours pour booster ses ventes et tromper les investisseurs, Coca-Cola s'est livré à un bourrage de canaux, obligeant les distributeurs à acheter plus de sirop qu'ils n'en avaient besoin à la fin des trimestres afin de faire paraître les bénéfices de Coca-Cola meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité. Cependant, la réaction contre Coca-Cola a atteint son paroxysme lorsqu'en 2003, une campagne a été lancée, intitulée Stop Killer Coke, qui affirmait que la société Coca-Cola était responsable du meurtre de syndicalistes qui travaillaient dans les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Colombie. Aujourd'hui, KO nie ces accusations et la vérité exacte reste floue. Mais ce que nous savons, c'est que depuis 1989, d'innombrables travailleurs syndiqués employés dans les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Colombie ont été tués et beaucoup d'autres ont reçu des menaces de mort. En fait, en 2001, l'International Labour Rights Fund a intenté un procès contre les embouteilleurs de Coca-Cola, affirmant qu'ils avaient ouvertement fait appel à des escadrons de la mort pour intimider, torturer, kidnapper et même assassiner des responsables syndicaux en Amérique latine. Quelques années plus tard, un autre procès a été intenté par des travailleurs guatémaltèques, alléguant que eux-mêmes et leurs familles à l'usine d'embouteillage de coco avaient été victimes de violences après que les travailleurs ont décidé d'adhérer à des syndicats. Ils avaient voulu adhérer à un syndicat parce que certains travailleurs ne gagnaient que 15 $ par jour pour des quarts de travail de 15 heures. Cependant, là encore, il y a eu des allégations d'enlèvement, de torture et de meurtre de dirigeants syndicaux et de membres de leur famille. Coca-Cola a fait valoir que l'usine guatémaltèque était une entreprise indépendante et que KO n'avait absolument aucune connaissance de ces incidents, et que KO disait peut-être vraiment la vérité ici. Nous ne savons pas s'il était réellement de connivence ou s'il était au courant de la violence ou s'il en ont simplement bénéficié indirectement, mais dans tous les cas, les syndicats ont été décimés par les attaques et les menaces. Et dans certaines régions d'Amérique latine, Coco a été surnommé l'étincelle de la mort. Ce que nous savons avec certitude, c'est que plus on examine le passé de KO, plus on ébranle l'image saine qu'ils essaient de présenter. Par exemple, Asa Candler, l'entrepreneur qui a fondé la société Coca-Cola et a joué un rôle essentiel dans la popularisation de la boisson, a dit un jour : « Le plus beau spectacle que nous puissions voir, c'est celui d'un enfant en train de travailler. Plus le garçon a commencé à travailler jeune, plus il est beau. » Cependant, avant de sortir les fourches, je pense qu'il est important de reconnaître que si l'on observe une entreprise géante avec une si longue histoire, on trouve probablement des désastres éthiques dans son passé. Ce n'est pas une excuse, mais un rappel que le monde des affaires est brutal. Nombre des critiques adressées à Coca-Cola s'appliquent également à nombre de ses concurrents. Et bien sûr, Coca-Cola a également fait beaucoup de bien au monde. On ne peut pas tirer de conclusion en se basant uniquement sur un seul aspect de l'histoire. Ce n'est jamais noir ou blanc.
Ce qui est ironique, c'est que certaines des pires critiques que Coca-Cola ait jamais reçues n'avaient rien à voir avec ses problèmes moraux ou juridiques. Non, la plus grande réaction négative de Coca-Cola est venue du changement du goût de sa boisson. La Coca-Cola Company s'est vue proposer à plusieurs reprises de racheter l'entreprise Pepsi, notamment pour seulement 50 000 $ en 1933. Mais Coca-Cola a refusé. Au lieu de cela, Coke a tenté de poursuivre Pepsi en justice pour avoir utilisé le mot cola dans ses publicités, affirmant qu'ils essayaient de copier le produit de Coca-Cola. Cela s'est retourné contre lui lorsque Pepsi a contre-attaqué en justice en affirmant que Coca-Cola utilisait des tactiques anticoncurrentielles pour établir un monopole. Les tribunaux ont donné raison et ont statué que cola était un terme générique que tout le monde pouvait utiliser. Cependant, Coca-Cola ayant raté sa chance de racheter Pepsi, ils ont fini par se retrouver engagés dans une bataille marketing permanente avec eux. À un moment donné, Coca-Cola et Pepsi ont tous deux commencé à baisser leurs prix et à proposer des remises pour essayer de se faire concurrence. Mais ils ont vite compris que cela leur nuisait à tous les deux. On ignore si l'on conclut un accord secret en coulisses ou non. Mais ils sont rapidement revenus à leur prix habituelle et ont plutôt essayé de rivaliser sur le plan publicitaire. Mais Pepsi a finalement eu l'idée simple mais géniale de rivaliser sur le plan du goût. En 1975, Pepsi a lancé le Pepsi Challenge, dans lequel ils ont donné aux gens deux gobelets blancs, l'un contenant du Pepsi et l'autre du Coca-Cola. Les gens ne savaient pas lequel était lequel et étaient encouragés à goûter les deux pour voir lequel ils préféraient. Les résultats du test ont montré que Pepsi était préféré par un peu plus de personnes. Pepsi a donc commencé à utiliser cette statistique dans toutes ses publicités. Et partout aux États-Unis, de plus en plus de personnes choisissent Pepsi, encore et encore. Coke a catégoriquement nié que cela soit vrai. Mais lorsqu'ils ont mené leur propre test, ils ont découvert que Pepsi avait effectivement obtenu un score légèrement plus élevé lors d'un test de dégustation à l'aveugle. Pendant ce temps, Coca-Cola perdait lentement mais sûrement des parts de marché. Ils ont tout essayé, des campagnes marketing massives et des promotions sur les prix. Mais chaque année, la part de marché de Coca-Cola diminuait légèrement et celle de Pepsi augmentait légèrement. Il a commencé à sembler que le défi Pepsi était peut-être justifié. Le problème était que de plus en plus de gens préféraient tout simplement le goût du Pepsi. C'est ainsi que Coca-Cola s'est lancé dans une mission incroyablement secrète. Ils allaient changer la formule du Coca-Cola. Après des tests et des essais rigoureux, ils ont découvert une nouvelle formule de cola qui fonctionnait systématiquement mieux que le Coca-Cola original et que le Pepsi. Ils ont répété le test de dégustation à l'aveugle encore et encore, et les données étaient claires, la nouvelle formule était plus populaire. Et donc, juste avant le 100e anniversaire de Coca-Cola, ils ont fait l'impensable. Ils ont changé la formule du Coca-Cola et l'ont remplacée par le nouveau Coca-Cola. Coca-Cola est sur le point d'annoncer ce qu'elle appelle le développement le plus important de son histoire. Pepsi-Cola affirme que Coca-Cola essaie simplement d'égaler le succès de Pepsi. Ces deux produits, Pepsi et Coca-Cola, se sont affrontés en face à face. Et à mon avis, l'autre type a juste cligné des yeux. Et immédiatement, le chaos a commencé. Chaque jour, des milliers d'appels téléphoniques et de lettres arrivaient dans les bureaux de Kao. Il y avait un mélange de personnes affolées qui réclamaient l'ancienne version du Coca-Cola Mac et de personnes carrément furieuses. Coca-Cola avait eu le culot de retirer la formule originale. Kao s'attendait à ce que le tollé s'apaise rapidement, surtout lorsque les gens auraient réellement essayé la nouvelle formule. Mais l'indignation n'a fait que s'intensifier. Les médias étaient tout aussi remplis de reportages indignés et les lignes téléphoniques de Coca-Cola étaient constamment saturées de plaintes pendant des mois. Lorsque de nouvelles publicités pour Coca-Cola étaient diffusées sur des écrans géants et dans les stades, les gens huaient bruyamment. Il était devenu courant de détester le nouveau Coca-Cola. Bien sûr, beaucoup de ceux qui se plaignaient n'avaient même pas essayé la nouvelle formule. Comme l'a dit un employé de Coca-Cola, nous aurions pu introduire l'élixir des dieux, cela n'aurait rien changé. Il est vite apparu que le goût n'était pas le problème. Peu importait que le nouveau Coca-Cola ait techniquement meilleur goût lors des tests de dégustation à l'aveugle. Le succès de Coca-Cola n'a jamais été une question de goût. Grâce à son marketing incroyable, le monde considérait Coca-Cola comme un vieil ami, un élément de la vie quotidienne. Pendant environ 100 ans, Coca-Cola a été présent, sans jamais changer, quoi qu'il arrive dans le monde. C'était une icône, et changer quelque chose qui signifiait tant pour les gens était considéré comme une trahison. Une lettre de colère affirmait que changer Coca-Cola, c'était comme rendre l'herbe violette. Une autre affirmait « Vous m'avez volé mon enfance ». Même des mois plus tard, les protestations ne s'apaisaient pas et il est vite devenu évident que l'entreprise devait revenir à l'ancienne formule. Elle avait fait une énorme erreur. Il y a eu très peu d'exemples dans l'histoire d'une telle réaction contre la décision de l'entreprise. Et pourtant, malgré cela, le désastre du New Coke a fini par être l'un des plus grands triomphes marketing de Coca-Cola. Voyez-vous, lorsque Coca-Cola a cédé et a ramené la formule originale sous le nom de Coca-Cola classique, toute la colère s'est soudainement transformée en euphorie et en louange.
Soudain, toutes les lettres et tous les appels téléphoniques arrivant à l'entreprise étaient remplis de fans adorateurs remerciant l'entreprise et commentant à quel point cela comptait pour eux. Un responsable marketing de Coca-Cola a déclaré « On aurait pu croire que nous avions inventé un remède contre le cancer ». Immédiatement après la réintroduction de l'ancien parfum, les ventes de Coca-Cola ont considérablement augmenté. Business Week a qualifié l'ensemble de l'opération d'erreur marketing de la décennie. Mais certains analystes sceptiques ont estimé que l'entreprise avait tout mis en scène pour faire de la publicité et rappeler aux clients à quel point Coca-Cola représente pour eux. Si tout ce coup avait vraiment été planifié, ce serait l'une des meilleures stratégies marketing imaginables. Mais ce n'était pas du tout le cas. Le nouveau Coca-Cola était une erreur de jugement catastrophique de la part de Coca-Cola. Ils pensaient vraiment que les gens préféreraient le nouveau Coca-Cola. En fait, même après avoir réintroduit la version classique, ils ont également maintenu le nouveau Coca-Cola disponible dans les magasins car ils pensaient qu'une fois que les gens auraient plus de temps pour essayer le nouveau parfum, ils finiraient par adopter la nouvelle formule. Je suis donc Io, président de la société Coca-Cola. Lorsque nous vous avons présenté le nouveau goût de Coca-Cola, nous savions que des millions de personnes le préféreraient et des millions le font. Et nous savions qu'il surpasserait le goût de notre principal concurrent. Et c'est le cas. Ce que nous ne savions pas, c'est combien de milliers d'entre vous le feraient. Téléphonez-nous et écrivez-nous pour nous demander de ramener le goût classique du Coca-Cola original. Eh bien, nous avons lu et écouté et vous connaissez la suite. Ils sont tous les deux à vous. Le nouveau goût de Coca et Coca-Cola classique. Votre droit de choisir est de retour. Mais ils avaient encore tort. Les ventes du New Coke n'ont jamais augmenté et ont fini par être complètement retirées de la circulation. Cependant, malgré cette erreur totale, le résultat final était que le New Coke avait involontairement fait réaliser aux gens à quel point ils aimaient le Coca original. Tout cela a aidé les gens à se sentir plus attachés et plus fidèles à Coca que jamais auparavant. C'est pourquoi le New Coke a été l'une des erreurs les plus réussies de tous les temps. Mais voici la partie la plus folle de tout cela. Il a été prouvé à maintes reprises que lors d'un test où les gens ne savaient pas quelle boisson était laquelle, les gens ont classé le New Coke comme le meilleur, Pepsi en deuxième position et le Coca original en troisième position. Et pourtant, les clients avaient massivement décidé qu'ils voulaient le Coca original. Ils voulaient la boisson dont ils aimaient le moins le goût. Et c'est le plus grand compliment que le marketing de Coca-Cola pouvait espérer obtenir. L'image du Coca qu'ils ont reçue, créée dans l'esprit des gens est si puissant qu'il supplante le goût, la logique ou les données. À bien des égards, Coca-Cola fonctionnait toujours selon le même principe que l'industrie des médicaments brevetés avait utilisé il y a toutes ces années. Ce n'est pas ce qu'est réellement votre produit qui compte. Ce qui compte, c'est ce que votre client pense de votre produit. C'est ce qu'il représente. Et c'est la raison pour laquelle Coca-Cola continue de dépenser des milliards et des milliards en publicité chaque année. Même si environ 94% de la population mondiale reconnaît déjà le logo Coca-Cola et que plus de 2 milliards de portions de Coca-Cola sont consommées chaque jour, Coca-Cola repose sur une image qui doit être constamment renforcée. Car bien sûr, vous pouvez entendre parler de l'impact dévastateur de Coca-Cola sur la santé des enfants, de son lobbying auprès des gouvernements et des innombrables controverses qu'il a tenté de balayer sous le tapis. Mais cela fait-il vraiment une différence ? Car au final, Coca-Cola n'a jamais essayé de vous vendre son eau sucrée. Ils vous vendent les bons moments. Les amis, la famille et les souvenirs heureux. Coca-Cola se positionne comme un vieil ami. Et, c'est quoi une petite polémique entre amis ?